nous on est contents parce que vous voyez, l'électricité et le téléphone ont été installés en 1914 dans la commune. En 1964 c'était le réseau d'eau potable. En 2018 la fibre et là donc en 2021-22 c'est le gaz. Voilà, c'est une étape. Super. Ce qui est intéressant pour une région, pour une commune, pour une communauté d'agglomération, c'est justement, ça permet de mettre en rapport plusieurs acteurs à différents niveaux. Là on a un agriculteur, il y a aussi en fait l'acteur industriel, il y a effectivement les communautés et les agglos, et puis il y a aussi le citoyen habitant la commune qui peut en bénéficier. Donc ça tout ça c'est intéressant, et dans le cadre de ce schéma-là, en fait, à un moment donné, on s'est posé la question, GRDF, qui est l'industriel qui permet, on va dire, de recevoir le gaz, de le canaliser et de le mettre à disposition des riverains, a fait cette proposition. L'opportunité s'est faite sur Boutigny et sur le hameau de Magny par la présence de l'installation, et donc aujourd'hui, depuis maintenant quelques mois, Daniel Aubard, qui s'est occupé du projet, vous le précisera, mais je crois qu'on doit être à 43 maisons qui sont aujourd'hui branchées sur le réseau de gaz qui a été mis à disposition par GRDF. Alors, je voudrais déjà remercier Gaëc Mahé qui a fait un gros effort de communication. On est allés tous ensemble visiter une unité de méthanisation pour juger par exemple des nuisances éventuelles des produits de la méthanisation. Donc il y a eu déjà cette étape-là, et on est allé en quart visiter une unité de méthanisation pour se faire une idée, donc les choses étaient déjà un peu plus claires. Ensuite, il y a eu beaucoup de retard, il a fallu grosso modo 4 ans pour que le dossier avance et aboutisse aux travaux. Donc cela, on est tout à fait on est satisfait d'avoir ça dans un hameau, parce que c'est pour les habitants un plus tout à fait important. Donc sur les grosso modo 66 foyers que compte le hameau, il y a eu donc une quarantaine de personnes qui ont demandé leur branchement. Les travaux se sont bien passés. Je pense que la communication, l'information en particulier avec GRDF, entreprise qui a assuré les travaux, c'est bien passé. Il y a eu donc des tranchées d'ouvertes, il y a eu contact avec chaque habitant pour l'implantation des coffres à gaz. Donc tout ça s'est fait en quelques mois. C'était pas l'étape la plus longue, hein. C'était tout ce qui était préliminaire qui est un peu retardé. Voilà, donc là en mars, les travaux se sont faits en 2 tranches. La première tranche est faite fin 2021 avec la rue de Crécy, l'une des 2 rues du hameau, et donc en début d'année c'est la rue de la Chapelle et les cours adjacentes qui ont pu être desservies. Nous habitants, et donc je suis un élu qui représente les habitants, on est demandeurs toujours de concertation pour la suite. Céréales qui arrivent des coques, c'est-à-dire c'est le tri de la céréale, le gris qui est à droite, et là c'est de la luzerne herbe, ça vient des déshydrates, c'est-à-dire des produits, enfin la déshydratation c'est de la matière qui ne peut plus passer en alimentation animale. Donc ça passe en méthanisation, et on a un petit tas d'herbes, c'est la commune, les tonnes de la commune qui passe en méthanisation. Merci. Voilà, ça rend service à tout le monde. Donc tous les solides sont chargés avec le chargeur dans cette trémie. Donc on met tous les aliments, et il y a une ration d'établi, et on essaye de s'y tenir parce qu'on est dans de la biologie, et la biologie n'aime pas les variations.
Donc chaque quantité, on a une ration qui est programmée au niveau du chargeur avec un logiciel. La personne qui conduit l'engin a son programme et il doit charger telle quantité de produit, tel autre et tel autre. C'est mélangé, on a 3 vis verticales à l'intérieur qui mélangent le produit et après c'est par les vis sans fin qui sont là, c'est convoyé dans un broyeur mélangeur. Voilà, et c'est ici qu'arrivent toutes les matières solides et liquides. Vous voyez le tuyau noir avec la nourrice qui est là-haut. Donc tous les liquides arrivent là, les solides. C'est mélangé, broyé et on a une pompe qui est derrière qui envoie ça dans le digesteur directement. Et là vous avez la supervision d'unité. D'accord, avec les consoles de supervision. Voilà. Et quand on arrive devant les écrans, on sait ce qui fonctionne. Tout ce que vous avez en vert clair fonctionne. Ce qui est en vert foncé, ça fonctionne, mais c'est à l'arrêt. Et à partir du moment où on a du rouge, c'est en panne. Un agitateur en court-circuit, une pompe en panne. Et les choses à voir, c'est là. Les 4 voyants verts. À partir du moment où les 4 voyants verts sont allumés, ça veut dire que l'unité est opérationnelle. Et le plus important, c'est celui du bas. Quand il est vert, on injecte. S'il est vert foncé, c'est pas possible. Et s'il est rouge, alors là, on se gratte les chevilles. Sur ce magnifique écran, la sortie gaz, donc c'est ce qui est à gauche des deux cuves de stockage liquide qui sont sous le hangar. On a là, c'est la pompe qui est en élevage. Et par le biais d'une canalisation enterrée, remonte le lisier dans une cuve tampon qui est sous l'hangar. Et là, on voit, ça arrive directement aux cresses. Donc les solides arrivent aux cresses, les liquides arrivent aux cresses. C'est mélangé et là, c'est injecté dans le digesteur qui est là. Alors, le digesteur, ça fait quoi ça? C'est une cuve qui fait 3600 mètres cubes et où on a toutes les fermentations qui se font dedans. La matière, c'est là-dedans qu'arrive la matière. Gaz, en fait. Tout à fait. Donc c'est ça, là-dedans que c'est fabriqué. Et là, c'est cette cuve-là. Alors là, c'est ce qu'on appelle le digesteur, c'est-à-dire c'est là où se dégradent les aliments et la production de gaz. Et l'autre, c'est du stockage. Ah d'accord, ok. Stockage matière. D'accord. Les bâches, on appelle ça du gazomètre, un gazomètre, les bâches grises en haut. Donc la bâche qui est à l'extérieur, c'est uniquement pour protéger des nuisibles, des oiseaux, de la pluie, du vent. À l'intérieur, on a une bâche qui est sur des cordes et en fonction de la production du gaz, qui monte ou qui descend. D'accord. C'est cette partie-là qui nous sert de réserve de gaz. Et l'autre, pareil, on a 2 unités de stockage et on a à peu près 8 heures de stockage de gaz. Donc en général... Oui, non, vas-y Daniel. Il y a eu des orages récemment. Est-ce que la foudre constitue un danger? Non. Non, c'est relié à la terre de toute façon. C'est pas un problème en soi. Si, sur un pavillon, la foudre est tombée. On est sur un pavillon, il y a eu le feu. Admettons la foudre pour une raison ou une autre, parce que là j'ai pas de paratonnerre, j'ai des parafoudres pour mes installations. Qu'est-ce que ça fait? Ça tombe dessus, le gaz qui est produit prend feu, comme un pavillon prend feu. On est à 2 à 3 millibars de pression dans les cubes. Zéro pression. Donc c'est zéro. Une bouteille de gaz, c'est 60 ou 80 kilos. Je ne sais pas si tu imagines. Donc là, l'étude danger qui avait été faite, c'est ce qu'ils nous ont ressorti. Vous avez une fuite de gaz, il y a un incendie qui se déclare, mais il ne peut pas y avoir d'explosion. D'ailleurs, au niveau de la sécurité, il y avait une condition, en fait, c'est la sécurité effectivement incendie. Et donc il y a des bâches de réserve d'eau qui ont été installées sur le site pour justement permettre en cas d'incendie. Il y a énormément de sécurité au niveau du site. Et ça, c'est en fonction aussi des constructeurs. Il y en a qui sécurisent au maximum, il y en a qui sécurisent moins. Mais je crois que moi ici... Vous avez pris le top en termes de sécurité. C'est pas moi, c'est le constructeur. Oui, à ce niveau-là, je pense qu'il a fait ce qu'il... Là, on a les solides qui sont à l'extérieur, et puis là, vous avez l'intérieur de la cuve. Oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que pour favoriser la flore, les micro-organismes au sein de la cuve, il faut chauffer entre 40 et 42 degrés. Moi, je suis monté à 42 parce qu'on estime qu'on a une meilleure production à 42 degrés. On avait commencé à 38, on est monté à 40 et à 42. Et au-delà, on n'a pas d'effet supérieur.
Mais je chauffe pas, ma matière n'est pas chauffée. C'est les fermentations qui permettent de monter à cette Qui température. font monter la température, voilà. Et l'hiver, quand il fait froid, j'ai un récupérateur de chaleur qui passe par l'épurateur. L'épurateur, c'est un gros compresseur qui monte à 18-20 bars. Et donc, qui dit pression, dit chaleur. Et on récupère cette chaleur pour chauffer la matière. Ah, et on d'accord. se sert de ce circuit-là uniquement quand on est dans des températures inférieures à 5-6 degrés. Ah, à l'extérieur, Sinon, d'accord. À aucun moment j'ai de l'énergie pour chauffer ma matière, malgré mes 42 degrés. Et en ce D'accord. moment, quand il fait chaud, on a plutôt tendance à monter, il faudrait presque refroidir. Ok. Voilà. Et là, on a, alors moi c'est pas ce principe-là, mais vous voyez, en permanence, moi tous les quarts d'heure, j'ai 4 agitateurs qui se mettent en fonctionnement. Il faut que la matière reste homogène. Il ne faut pas qu'on ait de dépôt de solide ou de liquide. Et avoir une homogénéisation et avoir une flore qui se développe partout de la même façon. Donc là on a les 2 agitateurs, les accès pour les agitateurs qui sont régulièrement changés de niveau, changés d'orientation pour pas qu'on ait de sédimentation au niveau de la cuve. Donc là c'est le stockage, les fumiers des bovins qui arrivent là avant de passer en décontamination. On a 2 petits ventilateurs là qui permettent de gonfler la bâche extérieure. Il faut qu'elle reste, on a une autonomie de 3 heures. On a 2 moteurs, s'il y a un qui tombe en panne, l'autre doit prendre le relais. Il faut que la bâche reste tendue en permanence parce qu'en cas de tempête, elle aurait prise au vent et ça pourrait l'arracher. Dans le container, pour neutraliser le souffle, on injecte de l'O2, c'est-à-dire c'est de l'air qui est purifié. On injecte de l'O2 qui nous permet de maîtriser une quote-part du souffle. Quand on a les fermentations, on a une production de souffle sous forme de gaz. Ouais. Avec l'oxygène, on le solidifie. Enfin, On solidifie, c'est ça. alors, oxygène, et on a toujours un reliquat de souffle. Il ne faut pas qu'on dépasse 100 ppm. Si on est au-delà, après, j'ai une pompe à chlorure ferreux. Donc, en chimie, je ne maîtrise pas tout. Mais apparemment, faire plus avec le soufre permet de le cristalliser et de le neutraliser. Et après en sortie, là je sors à 100 ou 120 ppm, j'ai vu sur l'écran. On a un système charbon, un filtre à charbon qui finit de capter l'instant du souffle. Et le gaz c'est 0 souffle. Le souffle c'est GRDF. Dans leur container, ils ont un analyseur. Le gaz est analysé toutes les 3 minutes. À partir du moment où il y a un défaut, comme présence de souffle, il y a une vanne qui se ferme, on ne peut plus injecter et le gaz revient dans le méthaniseur. Le gaz c'est inodore. GRDF l'odorise pour être sûr que s'il y a une fuite ou une gazinière qui a été mal fermée, le gaz, c'est-à-dire le gaz est produit là et passe dans le stockage, dans le 2e gazomètre. Et le tuyau qui est derrière, c'est la matière. Comme on incorpore la matière dans le digesteur et que le niveau doit rester stable, l'excédent passe dans le stockage. D'accord, ok. On prend le gaz dans le gazomètre, donc vous voyez, à partir du moment où il y a du jaune, c'est le gaz. On traverse et là on va sur les premiers ventilos, c'est refroidir le gaz. Le gaz là est entre 40-45 degrés. Il est refroidi pour le séparer de l'eau. D'accord. En deuxième point, on a un ventilateur, enfin c'est pas un ventilateur, c'est un compresseur qui permet de faire passer le gaz dans la cuve grise à gauche, c'est le filtre charbon pour fixer le reliquat de souffle. Et on ira voir l'autre conteneur après où on a le compresseur, les membranes de filtration qui nous permettent d'avoir un gaz épuré à 98-99% de CH4. Et là, il reste du solide quand même, et je dirais presque heureusement, avec quand il fait chaud, ça fait une croûte. Et ça permet de ne pas avoir une évaporation de l'ammoniac. Et donc ça, c'est ce que vous allez épandre Donc là, pareil, on met un tuyau au niveau de la lagune et on épand. Ils analysent et ils comptent. Donc, comme je vous disais, c'est une analyse toutes les 3 minutes. Donc la question que vous m'aviez posée, c'était... quand est-ce qu'ils insufflent le gaz odorant, enfin la matière odorante? L'odorisation se fait là également, D'accord. ce qu'ils appellent le THT.
à partir du moment où ça passe dans vos le gaz passe dans vos compresseurs, vous êtes à quelle pression quand ça arrive à la cabane là 4 à 5 bars. 4 à 5 bars, pas plus. Non. D'accord. C'est dans le transport où il monte à 40 ou 50 bars. Transport, c'est les canalisations, parce que GRDF, c'est la distribution, donc on est sur des petites pressions et des petits diamètres. Et après, on a le transport, c'est les canalisations qui traversent la France, voilà, c'est le gaz russe et tout ça. Et eux, je crois que je sais pas trop, c'est pas 70 kg de pression. On les a vus, les tuyaux, c'est des gros tuyaux. Ouais, plus d'un mètre de diamètre quasiment. Ok. Et là, il faut monter à 70, il faut pousser.